Bien bonjour et bienvenue à cette conférence débat de la SCPF. Je commencerai tout d'abord par remercier la Fondation Françoise Sommer qui nous reçoit ici dans ces locaux. La Fondation a été créée par le couple Sommer un peu après nous la SCPF. Nous avons été créés, nous, en 1955, parfait, ça fait 70 ans exactement. La Fondation quelques années après. Je vous rappelle qu'après cette conférence débat, nous irons à côté pour se rafraîchir et discuter ensemble. Et ensuite, vous pourrez visiter l'exposition de la SCPF. Je vous en reparlerai à la fin de cette conférence. Alors, qu'est-ce que c'est que la SCPF? C'est l'association sportive de la chasse photographique française. Je le dis tellement souvent que je l'ai oublié. En fait, on le prononce plus tellement, on le développe plus tellement. On développe surtout, on dit surtout ASCPF, photographier la faune sauvage. Voilà. Alors, cette présentation sera faite en 3 parties. Une première partie on va parler de l'évolution de la chasse photographique en plus de 70 ans, comme on remonte à peu près aux années 20. Bon, c'est intéressant de voir toute cette évolution, ces évolutions qui sont multiples. C'est Louise de Chanu qui va faire cette présentation-là. Elle est en Master 2 actuellement et elle a travaillé toute l'année dernière, je pense, à recenser les images des sommaires, à les trier et à faire toute une référence là-dessus. Elle vous en parlera tout à l'heure. Il y aura une deuxième partie qui est l'évolution de la technique photographique. Vous vous doutez que là, on a beaucoup changé, puisqu'on est passé des matériels à pellicule au matériel électronique, numérique maintenant. Et la troisième partie, je la ferai moi-même, on parlera de l'éthique en photographie animalière. L'éthique, c'est vraiment la moelle épinière de l'association. Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Louise. Merci beaucoup. Alors, petit minuteur pour éviter de dépasser le temps. Donc, l'évolution de la chasse photographique. L'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter d'abord Jacqueline et François Sommer, de vous présenter les fondements éthiques qui les ont guidés dans leur choix, dans l'élaboration de la chasse photographique, pour comprendre en fait que le projet éthique actuel de la SCPF s'inscrit en continuité en fait avec ses origines. Donc, François Sommer, dans un des derniers livres qu'il publie en 1971, qui s'intitule « Chasse et gibier d'Afrique », ouvre son chapitre « La chasse de demain » avec la phrase suivante « Aujourd'hui, l'homme s'est aperçu que dans le combat qu'il a livré à la nature, celle-ci n'a pu lui résister. Il s'en est alors trouvé tout surpris. » Même si François Sommer, c'est un chasseur passionné, on voit qu'il y a une inquiétude là qui anime vraiment son écriture. Effectivement, il considère que la chasse de son époque est une chasse qui est irréfléchie et qui mène donc à la dégradation de la faune sauvage. Et donc, à partir de ce constat-là, il va devenir une forme de pionnier de la protection environnementale et va plaider pour une réforme de la cynégétique par exemple, en essayant de réformer le plan de chasse français et pour mettre en place de manière plus concrète des initiatives écologiques dont je pourrais vous reparler un petit peu plus tard. Sa troisième femme, Jacqueline Sommer, née Leroy des Barres, fonde avec lui en 1955 l'association sportive de chasse photographique française dans la même perspective. Donc, je vais un petit peu vous présenter mon plan pour clarifier ma présentation.
D'abord, j'ai vraiment envie de vous présenter le contexte de ce couple qui a une vie si particulière, ce qui va permettre aussi de comprendre comment la démarche même de la chasse photographique naît dans leur quotidien, et de voir comment ça s'articule avec tous leurs autres projets. Dans une deuxième partie, je vais essayer de vraiment me concentrer sur les sources de la chasse photographique, comment ils s'en emparent, comment ils font référence à des pionniers dont ils se font en quelque sorte les héritiers. Et enfin, finalement, nous pourrons étudier concrètement, à partir donc, du fonds photographique que j'ai pu étudier l'année dernière, comment cette chasse photographique, elle se manifeste, puisqu'elle commence dans les années 30 et se finit plus ou moins dans les années 70, du moins c'est un petit peu la chronologie de leur pratique, et de voir concrètement comment ça se matérialise, comment ils vont également essayer d'institutionnaliser cette pratique et la théoriser. Tout d'abord, intéressons-nous à ce couple qui est très particulier. Effectivement, François Sommer, c'est une personnalité qui, en somme, est assez discrète. Pourtant, il a une existence plutôt riche. Tout d'abord, il naît en 1904 dans les Ardennes, et très vite, il va se distinguer par sa grande capacité en tant qu'aviateur, se démarquer également pour son amour pour les safaris, et plus tard se distinguer aussi en tant que héros de guerre et compagnon de la libération. Plus tard, il va également reprendre la tête de l'entreprise familiale de feutre et la faire prospérer à l'échelle européenne. En définitive, c'est un peu difficile de résumer un parcours de vie qui part un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses, et c'est d'autant plus difficile à cerner que lui-même ayant brûlé ses archives personnelles, on a du mal à accéder à vraiment sa personnalité dans son intimité. Ce qu'on sait, cependant, c'est l'importance de Jacqueline Sommer, sa troisième femme, qu'il rencontre à la fin des années 40. Et elle est journaliste et photographe, et on a encore moins d'informations sur sa vie. D'ailleurs, je pense qu'elle mériterait d'avoir une étude concentrée sur sa personne. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle accompagne François Sommer dans tous ses projets à travers les décennies. Et même après le décès de son mari, elle va maintenir le flambeau de ses idées. Je tiens à préciser tout de même que loin de rester dans l'ombre de son mari, au contraire, c'est une femme assez remarquable, et c'est d'ailleurs elle qui lui insuffle son amour pour la photographie, et qui lui donne qui lui apporte tout un savoir technique, même si lui, dès les années 30, commençait déjà à photographier un petit peu la faune sauvage. Le couple vit effectivement à l'ère d'un développement plutôt marquant de la photographie. Depuis la fin du siècle précédent, les explorateurs, voyageurs peuvent prendre leur matériel photographique, leur Leica, et immortaliser leur pérégrination, leur voyage. Et donc, le couple, quand ils ne sont pas dans leur appartement à Paris ou dans leurs multiples maisons en Provence, ils partent sur différents continents, notamment en Amérique du Nord, en Asie, mais surtout en Afrique, qui est vraiment leur continent de prédilection, et vont photographier de manière frénétique tout ce qu'ils voient, mais en particulier les animaux. Et ils s'exercent alors à ce moment-là à ce qu'ils nomment la chasse photographique, une forme d'alternative, ils appellent ça comme ça, une alternative à la chasse traditionnelle, où l'appareil photographique remplace le fusil. Et ils développent vraiment beaucoup cet aspect proposer une alternative aux chasseurs. C'est vraiment ça le fondement, c'est proposer au chasseur de rentrer chez lui, non pas en ayant un trophée, mais en ayant une image, et de regarder cette image et de se dire « Ah, grâce à moi, cet animal est toujours vivant et peut encore faire sa vie sur sa terre d'origine ». Donc à partir de là, maintenant je pense que vous avez un petit peu plus cerné les personnages à qui nous avons affaire. J'aimerais revenir un peu sur les sources de la chasse photographique. Donc d'où vient-elle ? Jacqueline Sommer et François Sommer écrivent très longuement au sujet de la genèse de celle-ci dans les nombreuses publications qu'ils consacrent au sujet. Et d'abord, c'est une inquiétude environnementale très prégnante qu'on remarque, et ça anime vraiment leur plume. Et
en plus de cela, parce que ça peut sembler une appréhension élémentaire, une simple inquiétude, là on a vraiment des études, une approche très démographique. Dans certains de leurs ouvrages, on voit vraiment des tableaux avec un nombre de spécimens, d'individus par espèce. Et il y a cette approche presque scientifique qui se met en place. Donc on n'est pas sur un simple constat pessimiste à ce moment-là, c'est vraiment une prise de conscience qui va être en quelque sorte un catalyseur pour le couple vers des actions directes. Et ces actions directes, elles sont également multiples. Les sommaires, ils ont une influence qui est assez importante et ça se voit dans leur implication dans la sphère politique. Ils vont essayer de mettre en place en fait plein de mécanismes de protection de la nature. Et ça, c'est surtout François Sommer qui s'y attelle. Il va souvent se heurter à la résistance de l'administration publique française, mais il va quand même avoir quelques réussites qui témoignent du succès de ses efforts. D'abord, le ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement en 1971, puis le Conseil ainsi que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en 1972. En plus de ça, quand je regardais les archives pour mon mémoire, on peut retrouver plusieurs correspondances avec des personnalités politiques éminentes qui mènent à la concrétisation d'autres projets, comme le parc national de Manda au Tchad en 1967 et le parc de Belleval dans les Ardennes, inauguré en 1973. 1973, au début de l'année, François Sommer décède et donc au moment de l'inauguration de Belleval, c'est un petit peu le dernier accomplissement de sa vie qui est vu. On a Jean Sainteny qui décrit l'inauguration comme l'apogée de l'œuvre que François aura consacrée à la nature. Par-delà ces projets politiques, Jacqueline et François Sommer se disent donc qu'ils veulent proposer quelque chose de plus concret pour les chasseurs, au-delà justement de ce côté très top-down, de proposer en fait une approche bottom-up en disant aux chasseurs, vous pouvez faire autrement, vous pouvez équilibrer votre pratique. Je tiens à préciser tout de même qu'on est à une autre époque et qu'à l'époque, il ne s'agit pas de remplacer la chasse par la chasse photographique, mais d'essayer de tempérer, de trouver un équilibre. Et donc, à ce moment-là, il propose de capturer l'animal par la photographie plutôt que par le tir. Et donc, elle est définie par les sommaires, cette nouvelle pratique, comme un sport nouveau à la recherche de l'image des animaux vivants à l'état libre dans la nature, où le sportif donc remplace son fusil par l'appareil photographique et part en quête de la prise de vue de l'animal. Donc toute cette réflexion, elle émerge à ce moment-là. On a vraiment un croisement de beaucoup d'idées, cette approche démographique, cette approche politique qui se concrétise en une pratique. Pourtant, même si les sommaires ils vont vraiment essayer de porter l'étendard de la pratique, ils font eux-mêmes référence à des pionniers du genre et ils cherchent, également pour se légitimer, à s'ancrer dans une généalogie plus large. Tout d'abord, Jacqueline Sommer, dans leur livre « La chasse photographique », va faire une généalogie, va remonter beaucoup en arrière, on va dire, en s'insérant dans la généalogie de la représentation graphique de la nature animale vivante, qui est l'une des plus anciennes manifestations humaines. Donc, tout simplement, la chasse à l'image en général, elle remonte ainsi aux peintures rupestres. Donc, dans toute cette généalogie extrêmement large, l'avènement de la photographie, c'est quand même le moment où se cristallise un éventail de nouvelles possibilités. Et selon les sommaires, c'est grâce aux scientifiques de la fin du 19e siècle que l'on a pu développer la chasse photographique. Effectivement, ces scientifiques et ces chercheurs s'emparent du médium, puisque le développement, plus ou moins, le développement a permis que ce soit transportable. On voit sur l'image qu'il y a encore des progrès à faire, mais ils s'emparent du médium pour s'aventurer en région sauvage, en quête de supports d'études précis, une reproduction fidèle des animaux qu'ils étudient. Donc ils citent par exemple l'allemand Carl Georg Schillings, le gallois Radcliffe Dugmore, que vous avez juste ici, et le docteur français Émile Gromier. Les sommaires donc s'ancrent d'une part dans cette généalogie, mais ils font aussi référence à d'autres écoles, même s'ils prônent évidemment l'école française et ils disent que c'est la meilleure, c'est celle qui expérimente avec le flou, etc. Ils reconnaissent aussi d'autres formes d'épicentres de la chasse photographique, notamment en Angleterre,
où à cet endroit-là, ils disent que la chasse photographique est particulière. Il ne s'agit pas de se mettre à la poursuite de l'animal, mais vraiment d'attendre tapis pour avoir l'image la plus nette et le rendu le plus léché possible. De la théorie à la pratique, expérimentation, théorisation et institutionnalisation. Après cet aspect vraiment très théorique, j'aimerais bien vous recentrer votre attention sur le parcours des sommaires. Comment, des années 30 jusqu'aux années 70, leur parcours se dessine. Ce que je vais dire en premier lieu, c'est que c'est extrêmement difficile de poser des jalons et de faire sens de toute cette histoire. Parce que les sommaires ne suivent pas du tout une chronologie, qui est facilement retraçable, je vais le dire comme ça. Puisqu'effectivement, ils naviguent constamment entre expérimentation personnelle, institutionnalisation, légitimation de leurs pratiques, théorisation. Ils ne vont pas attendre d'avoir vraiment des bases solides, d'avoir expérimenté, d'avoir atteint un âge d'or pour mettre en place ensuite tout un engrenage pour promouvoir la chasse photographique. Tout se croise en même temps et donc leur chasse photographique, elle est en constante évolution. Mais pour clarifier mon propos, je vais quand même essayer de poser des jalons pour essayer de vous montrer, encore une fois, clairement comment tout ça a pu se structurer. Donc le premier jalon que j'ai voulu poser, c'est le mariage entre Jacqueline et François Sommer, qui a lieu donc en 1949, juin 1949. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que François Sommer avait déjà commencé à faire des photographies d'animaux sauvages avant. Effectivement, le premier voyage pour lequel on a des photographies, c'est à partir de 1934, et la première fois que François Sommer avait pris l'avion seul pour aller en Afrique, c'était dans les années 20. Il allait en Afrique du Sud et il n'avait pas fait de photographie. L'appel de la guerre en 1939 interrompt son élan et il ne retourne sur le sol africain qu'en 1947 où il va au Kenya et ensuite en Afrique équatoriale française en 1949 avec celle qui deviendrait sa femme. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'à partir du moment où Jacqueline Sommer arrive et que le couple se crée, le fonds photographique croît de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'on avait quelques documents, on a 2-3 classeurs pour les années qui constituent les premiers voyages, c'est quand même une dizaine d'années. À partir du moment où Jacqueline Sommer commence à voyager avec François Sommer, on a des documents qui s'empilent et on se retrouve avec un fonds photographique immense. Et outre donc ce premier jalon qui est posé, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de leur rapport à l'image, qui est très perceptible. Photographier l'animal, c'est d'abord, donc comme je l'ai dit, c'est synonyme d'un rapport très sportif à la nature. Il s'agit vraiment de proposer aux chasseurs une pratique autre qui soit tout aussi sportive, mais qui permettrait de ne pas tuer l'animal. Et donc, d'abord, les premiers clichés représentent bien cet aspect-là. Alors qu'à partir des années 40, plutôt les années 50, on a un rapport qui est beaucoup plus pacifié avec la nature, on commence à l'intégrer dans son environnement, et enfin, dans les années 70, on continue avec l'expérimentation, et un rapport de plus en plus distancié, mais en même temps avec une intimité avec l'animal qui accroît. Donc mon mémoire de M1 qui portait essentiellement sur la figure de l'éléphant, vous aurez donc des images d'éléphants pour illustrer le propos, mais l'objectif c'était de représenter l'ensemble du fond. Donc même si j'ai voulu centrer mon approche sur un animal, considérez que c'est une évolution qui se retrouve pour tous les autres animaux qui sont présents dans le fond. Donc tout d'abord, dans leur premier safari photographique, dès les années 30 donc, pour François Sommer et 49 pour Jacqueline Sommer, ces safaris sont marqués par la contrainte. Le terrain et le sujet restent quand même assez difficiles à maîtriser et le matériel utilisé impose une certaine proximité avec l'animal pour le photographier de près, donc notamment se cacher comme sur la dernière image. Donc le face-à-face avec la bête, c'est le lieu d'une héroïsation pour le chasseur-photographe, qui soit représenté face au mastodonte ou en position de domination auprès de son trophée. Mais capturer l'image de l'animal vivant reste tout de même plus intéressant selon eux. Donc même si certains défauts techniques obstruent en partie la prise de vue, ceux-ci sont acceptés, voire parfois réappropriés en tant qu'effet esthétique. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois quand ils
parlent dans leur livre de photos floues. Ils disent que c'est une expérimentation et que cela contribue à mettre le spectateur dans l'ambiance, par exemple. À partir des années 50, au fil des safaris, les sommaires dépassent les contraintes, ils maîtrisent de plus en plus la brousse, en même temps que la technologie photographique se perfectionne. Ils gardent certains attachements thématiques pour le trophée, j'ai pas mis d'exemple ici, mais bon, ces photos sont à mon sens plus agréables à regarder. Et le face-à-face avec l'animal est toujours apprécié, mais c'est la recherche de scènes très particulières qui va surtout les intéresser. Par exemple, saisir un détail singulier, là justement réussir à saisir le détail de l'éléphant qui lance de l'eau par sa trompe, ou une sensibilité animale avec un jeu de bébé éléphant dans l'eau, et enfin des compositions harmonieuses créées par le hasard de la nature. Donc par exemple au centre vous avez une symétrie presque parfaite, et on en retrouve beaucoup à cette période. Dès qu'une symétrie entre les animaux est visible, ils essayent de trouver un cadre, encore une fois, symétrique pour avoir une photographie très harmonieuse. Et enfin, à partir de la fin des années 60, début des années 70, on est face à un phénomène particulier puisque ce dernier moment représente un petit peu une forme de synthèse de leur photographie. On voit qu'ils ont toujours une volonté d'expérimenter avec justement la couleur qui s'impose ici. Et c'est pour eux l'occasion d'expérimenter avec la recherche de l'atmosphère, par exemple, en jouant sur les couleurs. Le fusil a progressivement été abandonné, on n'a plus de trophée de chasse à ce moment-là, et la manière de capturer l'image du vivant, elle se diversifie. On voit justement sur la dernière image qu'on a reculé progressivement pour vraiment intégrer l'animal dans la beauté de la nature environnante. On retrouve toujours cet amour pour un petit peu les jeux visuels en quelque sorte, comme sur la première image, mais tout de même, comme on peut voir sur la photo au centre, cet intérêt pour le portrait qui était finalement l'objectif qu'ils avaient initialement dès les années 30. Et là, on le retrouve et on voit que leur maîtrise progressive de la brousse, des appareils photo, les mène à pouvoir créer ce genre de photographie. Outre cette expérimentation pratique, les deux voyageurs, je vous l'ai dit, vont essayer d'institutionnaliser leur pratique, de la diffuser. En 1952, ils fondent la commission de la chasse photographique au sein du Conseil international de la chasse avant de créer la SCPF en 1955. Et dans le souci de légitimer leur activité, ils vont vouloir écrire dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils le font de manière très différente. Par exemple, Jacqueline Sommer va constamment publier dans la revue Plaisir de la chasse, et ce seront des articles très techniques, qui sont vraiment des conseils pour le chasseur. Vous devez utiliser telle pellicule, tel objectif. Alors en fonction des conditions météorologiques, faites plutôt telle chose. Alors qu'au contraire, François Sommer va préférer des ouvrages plus programmatiques, historiques, où il va plutôt énoncer des idées et des préceptes. En parallèle, à la fin des années 60, les Sommer mûrissent le projet d'une fondation qui leur permettrait de créer un cadre pour pérenniser leurs différents projets, un musée pour concrétiser leur goût pour la collection, un parc de vision à Belleval et un club pour réunir les chasseurs et les amoureux de la nature. Et la SCPF, dans tout ça, elle semble avoir une place un petit peu plus distanciée, mais aussi plus autonome par rapport à cette fondation, puisqu'elle n'en fait pas partie. Pourtant, et ça c'est assez intéressant de le remarquer, je trouve, les Sommer vont constamment essayer de créer des ponts entre ces différentes institutions. Et par exemple, j'avais pu retrouver dans leur fonds photographique les traces d'une exposition qu'ils avaient fait réaliser en 1972, où ils avaient réuni des photographies de l'ASCPF et de la commission de la chasse photographique du CIC au sein de l'hôtel de Guénégaud, donc du musée de la chasse et de la nature, pour promouvoir cette pratique. Ainsi, ma petite conclusion, les Sommer n'ont pas attendu qu'un perfectionnement de leur pratique s'opère pour chercher à légitimer et à institutionnaliser, diffuser leur pratique. On ne peut pas dire que la théorie précède l'institutionnalisation, etc., parce que tout se croise très vite, et c'est pour ça que c'est aussi difficile de faire sens de cette vie si riche, d'autant plus que la chasse photographique
ils consacrent une partie importante de leur temps, mais n'oublions pas qu'ils ont un emploi du temps très chargé, qu'il reste un couple d'industriels éminents, qu'ils ont vraiment des places importantes. Donc c'est vraiment très complexe en fait de réussir à resituer la chasse photographique dans tout cela. Mais finalement, pour conclure, je citerai une phrase de François Sommer. Il y a quelques années, encore peu de gens y croyaient. Et donc finalement, le couple Sommer s'est lancé le défi de prendre en charge l'intégralité de ce projet, un sport qu'ils n'ont jamais cessé de construire. Et tout cela, je pense, nous permet de mieux comprendre les enjeux éthiques de la SCPF, puisque finalement, c'est l'émergence de cette conscience environnementale chez le couple Sommer qui se confirme et s'articule avec leurs autres projets qui sont au fondement de tous leurs projets. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui, est-ce que vous avez trace de rapport avec Romain Gary ? Avec Romain Gary qui publie donc Les Racines du ciel en 56, donc qui correspond tout à fait aux années dont vous avez parlé. Alors pas du tout, je connais Romain Gary, mais je n'ai pas... Les Racines du ciel qui a eu donc le prix Goncourt en 56, oui, parle justement des éléphants et du problème de la chasse des éléphants, etc. Et ça a été un des premiers raz-de-marée sur la préservation des éléphants, justement. Eh bien, j'aurais dû faire cette présentation l'année dernière, ça aurait été un super rapport à mon mémoire de M1. Et effectivement, je connais Romain Gary, mais je ne connaissais pas du tout ce livre. Il y a peut-être eu des contacts, donc je ne sais pas, peut-être que vous pouvez trouver ça quelque part. Sûrement dans les archives de la Fondation, il y a peut-être des correspondances. Parce que c'est vraiment les années dont vous parlez, et en plus vous avez parlé des éléphants, et qui est le sujet du roman, quoi. Mais merci beaucoup en tout cas. Il faut que vous le lisiez absolument. Je le lirai, je prends note. Très bel ouvrage, je confirme. Autre question ? Moi, j'aurais aimé savoir combien il y avait de photos à peu près dans le. Alors, qui pose la question ? Ah, c'est moi. Alors, je vais vous ressortir les chiffres parce que. Alors, quand je suis arrivée l'année dernière pour faire mon mémoire de M1, l'inventaire du fonds photographique n'avait pas été fait. On avait vraiment juste plein de boîtes avec des classifications dont on n'avait pas nécessairement l'histoire aussi. Donc j'ai fait l'inventaire du fonds photographique et j'ai quelques estimations. Ce n'est pas les chiffres exacts de la Fondation, mais c'est ce que moi j'avais pu réussir à dégager. Donc on est sur à peu près 15 000 tirages, environ 7 500 diapositives, 1100 planches contact et autant de négatifs. Parce que tout a été conservé. Même les négatifs, la plupart sont en excellent état. On n'en a que quelques-uns, parce qu'ils sont en acétate de cellulose, avec le syndrome du vinaigre. Voilà. Donc il n'y en avait que quelques-uns qui étaient atteints par ça, mais sinon, tout est, du moins je trouve, en très bon état de conservation. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand vous étiez venu. Oui, c'est sûr. Enfin, à part quelques-unes qu'on aurait bien aimé reprendre, mais celles que j'ai vues sont d'excellente conservation. D'autres questions ? Bon, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à Philippe Ricordel de venir parler de l'évolution de la technique photographique. Messieurs, dames, bonsoir. Eh bien, on va enchaîner. Alors, ça va être un petit peu plus technique, mais pas trop quand même. Juste ce qu'il faut. Bien. Alors, juste pour vous réveiller un peu, à votre avis, le photographe a été mangé ou il n'a pas été mangé ? Ah, ça dépend. Hein. Parfois, l'appareil reste, il y a la photo, mais après, il n'y a pas le photographe. Il faut voir. Bon, là, je vais vous donner la clé quand même. Bon, c'est une photo qui est assez ancienne. Vous avez une idée de la date ? 50, 70 ? Ouais, ok, d'accord, c'est un bon raisonnement. Voilà. Ça a été publié également dans ce magazine, si on peut appeler ça un magazine à l'époque, qui, comme le titre l'indique, c'est le London News The Illustrated, n'est-ce pas ? Donc, qui est un magazine qui est un mix, on dira aujourd'hui, entre Paris Match et Chasse-Image, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut le choc des photos et le texte qui va avec. Alors, vous ne pouvez pas le lire naturellement, mais ça décrit en fait les conditions de la prise de vue.
Donc la photo que vous avez vue précédemment, en fait, c'est un des premiers pièges photographiques et l'image date de 1926. Voilà. Et donc c'est avec un déclenchement par un fil. L'animal vient, s'approche, touche le fil. Il y a un renvoi et on déclenche. Et donc le déclenchement se fait, disons, comme on le faisait à l'époque avec les chambres, c'est-à-dire avec un poussoir ou une tirette, comme vous voulez. Juste pour exposer avec un flash au magnésium. Donc inutile de dire qu'on ne faisait pas 3 photos, on n'en faisait pas 2, on en faisait une. Voilà. Et on espérait que ça fonctionne. Parce que de temps en temps, le flash déclenche, il n'y a pas d'animal, et de temps en temps, l'animal est là, mais tout est noir, c'est normal, il n'a pas déclenché. Souvenez-vous des films anciens, façon, comment dire, Groucho Marx, etc., avec les flashs qui font quelques dégâts. Voilà. L'idée, en fait, c'est de dire que la pratique photographique a décrite Louise dans la partie précédente, en fait, va être également influencée par la technologie. La technologie qui va évoluer relativement vite. Ça, c'est un appareil de 1926. C'est l'appareil qui a servi à faire la photo précédente, même les 2 précédentes en réalité. C'est aussi l'appareil avec à peu près le même modèle que celui qu'on a vu dans la présentation de Louise. On voit un chasseur photographique. Alors, il est doublement chasseur. D'une part, il a une grosse boîte sur le ventre qui va peser une bonne quinzaine de kilos. Et en plus, il a le fusil en bandoulière parce que s'il se balade dans la savane sans protection, ça peut être dangereux pour lui quand même. Donc on ne sait plus trop quel est son rôle, s'il veut faire une photo ou s'il veut aller chasser. Vu la position, c'était plutôt la chasse photographique qui l'intéressait. Et tout ça pour dire que, on va dire globalement, avant l'invention du format 35 mm, je vous rappelle, 35 mm, c'est les cas avec le film en fait cinéma qui est détourné de son usage premier pour être mis dans un boîtier beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable et qui va donc permettre ce que l'on a connu au moins jusqu'à l'ère du numérique, c'est-à-dire le film photo. C'est-à-dire si vous vous souvenez, Fujifilm, Kodachrome, si ça vous parle de quelque chose, les diapositives ou les négatifs, les Kodacolor, etc., ça vient de cette époque-là. Donc juste avant-guerre, donc à l'époque en film, il y a Kodak, il y a également Agfa, donc la partie européenne, avec les Allemands qui produisent d'ailleurs des films couleur. Le débat existe normalement juste avant que ce soit les Américains, donc Eastman Kodak, qui le fassent, mais bon, le débat est ouvert, je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà. Ensuite, je vais passer un petit peu rapidement sur les années après-guerre. En fait, la photographie progresse à très grande vitesse. Il faudra juste un petit aparté, c'est durant la guerre, les émulsions photographiques progressent énormément sous l'impulsion des militaires. Parce que les militaires veulent faire du renseignement, ils embarquent des caméras, ils embarquent des appareils photographiques à bord des avions pour avoir des reconnaissances et des situations du terrain. Donc inutile de dire que les chimistes sont mis à contribution afin d'améliorer largement la définition des émulsions, afin de gagner en détail, et c'est pareil pour les optiques, etc. etc. C'est à ces époques-là, juste après-guerre, qu'on voit des films comme Ingénieux, une marque française, développer des optiques extrêmement ouvertes, extrêmement spécialisées, très chères également, mais qui seront reconnues mondialement, et notamment par le cinéma aux USA. Pour nous, pratiquants, je dirais, de la chasse photographique, la révolution va venir dans les années 70, avec ce que je vous montre à l'image, c'est-à-dire un fusil photographique. Et on voit bien que c'est un fusil dans la nature même, c'est-à-dire c'est vraiment une crosse de fusil sur laquelle on a monté une optique. La marque, c'est Novoflex. Le Novoflex, c'est une marque avec un adaptateur qui pouvait aller sur différents types de boîtiers. Donc ici, alors vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes un peu loin, ça c'est des optiques Nikon. Donc il y a de fortes chances pour que le boîtier soit là, d'après ma connaissance de la marque, ce soit un F3, si ça parle à quelqu'un dans la salle. Et ici vous avez le boîtier, ici vous avez le moteur en fait. C'est-à-dire que dans le début des années 70, début des années 70, on commence à se soucier de pouvoir capturer le mouvement d'une manière plus précise. Donc ça se fait surtout sous l'impulsion non pas des chasseurs photographiques, mais sous l'impulsion des photographes de sport. L'idée, c'est de pouvoir capter le mouvement et donc de le figer ou d'avoir une décomposition de celui-ci. Sachant que des décompositions de mouvement ont été faites dans les années 20, mais avec
totalement d'autres techniques en fait. C'est de la multi-impression, c'est pas capturer une image différente à chaque fois. Voilà, donc ceci, ça existe en 400 mm, en 600 mm. Alors ceux qui sont très curieux et un petit peu d'argent, vous pouvez en trouver sur eBay ou d'autres sites marchands. Ça se revend d'occasion et pas très cher parce qu'il faut bien dire honnêtement que même si vous pouvez le monter aujourd'hui sur un boîtier type numérique, le résultat va pas être très très probant par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Voilà. Tout ça pour dire que la chasse photographique est vraiment une chasse photographique. C'est-à-dire, Louise l'a évoqué un tout petit peu dans sa présentation, les anglo-saxons, d'une manière générale, vont être dans un premier temps dans une photographie animalière à l'affût. C'est-à-dire on se pose dans un endroit et on attend que l'animal vienne vers soi et une position intéressante et on déclenche. La pratique plus répandue en France, c'est ce qu'on appelle la bille-baude. C'est un terme qui vient d'ailleurs de la chasse directement, c'est-à-dire se déplacer avec un moyen, soit un fusil si on chasse, soit un appareil photographique si on pratique la photo, afin de capturer à un moment donné un instant, ce qui n'implique pas forcément qu'on bouge tout le temps, mais on se déplace sur un terrain, on navigue sur celui-ci et on photographie ce que l'on peut rencontrer. Hein, voilà. Donc plus ou moins camouflé d'ailleurs, vous avez quelques équipements absolument fantastiques. Allez voir le terme gili, vous verrez, c'est ce qu'on appelle une tenue d'homme des bois, c'est-à-dire on est encore entièrement avec la cagoule transformée en arbre, mais mouvant, on va dire. Voilà, ça peut aider pour capturer certains animaux. Voilà. Donc ici, après les années 70, on commence à voir l'apparition des premiers boîtiers électroniques. C'est-à-dire que ici, en l'occurrence, c'est moi qui photographie mon premier boîtier. Donc ça va, je ne suis pas si vieux que ça finalement. Donc, par contre, les gros télés sont encore rares et surtout dispendieux. Donc ici, pour ma part, j'ai commencé à faire de la photo animalière avec un 135, certes, qu'ouvrier à f2, mais avec un doubleur, ça me faisait un 270 f4. Ce que j'appelais mon 302.8 du pauvre. Voilà. Juste pour donner la précision. Et également, il n'est pas monté là parce que, bon, techniquement, ça changeait un peu la photo. J'avais un moteur absolument fantastique couplé pour faire avancer la pellicule, 2,5 images par seconde. On sent que la performance était au rendez-vous par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Je rappelle environ 20 voire 30 images par seconde. On n'a rien à voir. La seule avantage, dirais-je, ici, c'est qu'on va passer des mesures de lumière manuelles ou assistées à une véritable mesure automatique. C'est-à-dire ici, même ce boîtier-là, on choisissait les modes de priorité. Aujourd'hui, ça semble une évidence, mais vous avez une priorité vitesse, priorité diaphragme, etc. Le XD7, en plus, a été le premier boîtier à faire un mode programme. Il fallait mettre sur 125, fermer le diaph à fond et il se débrouillait tout seul. Voilà, bon, ça marchait plus ou moins bien naturellement. C'était le premier. Bien. Donc, ici, on est fin des années 70, début des années 80. Ensuite, il y aura un autre progrès qui va venir, c'est-à-dire que l'électronique envahit nos appareils photo. Les premiers progrès qu'on va rencontrer dans les années 90, c'est les autofocus. Alors, sachant que ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous pouvez posséder aujourd'hui si vous pratiquez la photo. C'était vraiment embryonnaire, il fallait un contraste très fort, et puis quand il y avait 3 collimateurs, c'était le luxe. Donc il fallait bien placer le collimateur. Donc la première évolution vraiment majeure et relativement récente, c'est environ 2004-2005. On a de manière accessible au grand public des boîtiers numériques. Et donc là, la première limite, première contrainte, si je puis dire, c'est-à-dire le film de 36 poses, saute. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est la taille de la carte mémoire qui limite votre capacité à faire de la prise de vue. Et ça, c'est une véritable révolution. Il y a une double révolution ici. La première révolution, c'est la limitation qui saute. Et puis surtout, votre carte mémoire, vous la videz sur un ordinateur ou sur un support, vous imprimez les photos qui vous intéressent, vous la formatez et vous la réutilisez. C'est-à-dire, le marchand de pellicule, il ne vous voit plus. C'est clair. Il n'y a plus besoin. Le marchand de carte mémoire, parfois, de temps en temps, parce que vous voulez augmenter la taille, mais c'est tout. C'est terminé. Vous avez un investissement, et cet investissement est infiniment plus pérenne. C'est plus du consommable, en fait. Plus de la même manière. L'autre gain immédiat, c'est le fait de pouvoir avoir sur un écran, voir ce que vous êtes en train de faire.
Et ça, c'est aussi une révolution. Avant, il fallait aller porter sa pellicule, attendre une semaine qu'elle revienne, développer, s'apercevoir qu'on n'avait pas ôté le cache sur les 3 premières photos, ça fait des beaux filtres, etc., etc., qu'on a oublié d'augmenter la vitesse, et patati et patala. Là, aujourd'hui, vous avez un contrôle immédiat. Donc, tout cela pour dire que le numérique a complètement révolutionné la pratique photographique. Donc, on a des modes rafales, on a de la vitesse, on a des sensibilités qu'on n'imaginait même pas. Je vous rappelle qu'à l'époque, on va dire dans les années 80, quand vous aviez un film à 400 ISO, c'était bien. Accessoirement, avec le labo, vous pouviez vous arranger pour faire en sorte que ça fasse un 800 ISO ou un 1600 ISO. On le traitait par les bains chimiques pour pousser un peu la chose. Voilà. Mais aujourd'hui, sans vous en rendre compte, vous faites des photos à 3200 ISO, voire 6400 ISO, qui sont des sensibilités excessivement élevées. Sans même vous en rendre compte, la qualité est tellement bonne qu'il n'y a pas de grain, voilà, tout est presque parfait. Voilà. Et c'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, certainement, on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle. Sachez que les derniers boîtiers, que ce soit Canon, Nikon, Sony, pour citer les 3 principaux, embarquent en fait pour aider le autofocus de la reconnaissance de forme. Et celle-ci a été entraînée par de l'IA. Ce qui explique d'ailleurs parfois que quand vous êtes sur des animaux un petit peu inconnus de l'IA, ça marche d'un seul coup beaucoup moins bien. Voilà. J'ai testé. Voilà. Donc, tout ça, c'est la technique. Mais ça a également des conséquences non négligeables sur la pratique. D'une part, les prix se sont littéralement effondrés. C'est-à-dire que si on compare en euros constants le prix d'un combo boîtier professionnel 302.8 dans les années 70 et aujourd'hui l'un équivalent, c'est infiniment moins cher. Même si c'est toujours trop cher quand on va payer chez le marchand, ça je suis bien d'accord avec vous. C'est clair. Donc ça a impliqué qu'il y ait également plus de gens aujourd'hui pratiquant la chasse photographique. C'est-à-dire que à partir du moment où vous pouvez acheter un combo d'occasion pour entre 2000 et 3000 euros au grand maximum, vous avez l'équivalent d'un 600 mm et un boîtier très performant. Ce n'était pas du tout le cas il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est relativement simple à avoir et ce n'est pas un gros investissement. Donc ça veut dire plus de gens sur le terrain, ça veut dire plus d'essais, mais ça veut dire également plus de nuisances quelque part. Ça sera là un petit peu le thème. Il y a un petit note sur la surcharge visuelle, ça c'est la partie réseaux sociaux. Ça c'est encore plus récent. Ça date seulement de 5-6 ans, on va dire, en termes de démocratisation. C'est-à-dire qu'avec le numérique, vous n'avez pas l'étape de je fais une photo, je la développe, je la regarde et ensuite je la diffuse. Aujourd'hui, avec les boîtiers modernes, vous faites une photo et vous la diffusez quasi immédiatement. Je vais pas juste un aparté chez Nikon, il y a un système qui s'appelle SnapBridge. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais si je le désirais, chaque fois que je fais une photo, ça partirait sur mon téléphone portable et mon téléphone portable peut envoyer directement, moyennant un petit applicatif sur Instagram ou sur Facebook. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Pour les photographes sportifs, c'est ce qu'ils font à travers une régie. C'est un peu plus compliqué, mais bon, ce n'est pas notre sujet. On a également changé quelque chose. Avant, on faisait de la chimie, donc activité plutôt polluante, mais maintenant, on consomme de l'électricité, ce qui n'est pas forcément non polluant. Voilà. Donc, en termes d'approche photo-nature, je dirais qu'il y en a 1001, c'est-à-dire chaque individu a son approche. Et ça va conduire à des pratiques plus ou moins acceptable. On verra dans la partie qui suit. Mais ici, on a regroupé quelques noms plutôt connus, sachant qu'il y a différentes étapes. Pour Ansel Adams, on est dans les années 20-30. Laurent Baheu, Laurent Balesta, Nick Brown, Kyriakos, Vince Maté, tous les autres sont dans les contemporains. Sébastien Salgado, qui là vient de nous quitter, a commencé bien avant. C'est un contemporain quasiment des sommaires, un petit décalage, mais pas tant que ça. Mais chacun a son style. C'est-à-dire que la photo de Munier, c'est pas la photo de Balesta, qui n'est pas la photo de Salgado, etc., etc. C'est-à-dire que la photographie est un médium et on l'utilise de la manière dont on le souhaite. Que ce soit même
dans la photo de nature. C'est-à-dire la nature, il y a la chasse absolue, on cherche le portrait. Comme l'a dit Louise tout à l'heure, on commence à s'éloigner. On a de la photo minimaliste aujourd'hui, où l'animal est représenté d'une manière minimale dans le cadre de l'image. Et on a tous les intermédiaires. Vous avez quelqu'un comme Nick Brandt, qui est quelqu'un qui comment dire, veut exprimer à travers ses images non seulement la nature, mais également la relation de l'homme à la nature. Donc avec des choses qui sont de plus en plus, je dirais, tranchées. Si vous avez une curiosité, tapez Nick Brandt et regardez ses différentes expositions. Il shoot beaucoup en noir et blanc. Et c'est encore une autre expression pour nous. Voilà. Youps. Donc, j'en viens à une autre phase en fait de la discussion, c'est-à-dire que l'anthropocène, c'est un terme un peu scientifique, mais c'est ce qui vient après les terminologies style cambrien, jurassique, etc. C'est-à-dire que c'est l'ère de l'homme. Certains scientifiques l'ont qualifié ainsi parce que ils disent qu'aujourd'hui l'homme domine la nature et que c'est plus les mouvements tectoniques ou la disparition des dinosaures qui doit façonner l'ère dans laquelle on est, c'est l'ère de l'homme avant toute chose. Donc, on peut se poser la question et établir un parallèle entre la pratique de la photographie nature ou animalière et le développement humain sur la nature. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus nombreux, on a de moins en moins de territoire pour nous exprimer, mais d'une manière générale, on constate que la nature régresse. C'est-à-dire qu'on parle de 6e extinction, on a une diminution des populations d'oiseaux dans certaines zones qui sont de l'ordre de 70% sur les 50 dernières années. C'est absolument énorme. Donc, pour donner juste un exemple en ce qui me concerne, je voyage pas mal en Asie, mais je voyage aussi dans d'autres zones du monde. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, donc j'ai pu constater de visu soit la diminution des populations d'animaux directement, soit la dégradation de leur environnement. Ce qui conduit généralement à une raréfaction de la même population d'animaux, ou alors un déplacement de ceux-ci, ou un changement de comportement. Soit une adaptation à un environnement plus humanisé, au sens modifié par l'homme, soit une adaptation aux contraintes. On rencontre tous les cas de figure. Vous avez en Inde, par exemple, des léopards qui rôdent autour de certains villages parce qu'ils ont trouvé très pratique d'aller manger les chiens. Bon, pourquoi pas. Je dois dire, de la part du léopard, c'est pas bête, quoi, quand c'est plus facile. Voilà. Par contre, c'est très dangereux pour la population, naturellement. Vous avez également des choses qui se sont produites. Par exemple, sur Hokkaido, avant, les grues étaient migratrices, il y a une trentaine d'années. Elles ne faisaient qu'aller et venir entre l'été et l'hiver. Aujourd'hui, sur une population d'environ 3200 individus, données 2016, environ la moitié sont établis de manière permanente sur l'île d'Hokkaido. Elles ne bougent plus. Voilà. Il fait suffisamment chaud, ou du moins elles trouvent suffisamment de nourriture pour pouvoir subsister, au-delà du fait qu'elles sont nourries l'hiver pour justement préserver la population. C'est un trésor national. Elles ont failli disparaître en 1952, mais maintenant c'est un trésor national. Comme quoi l'homme évolue également par rapport à la nature, par rapport à l'évolution de celle-ci au fil du temps. Donc, pour reprendre un petit peu et développer ce que je viens de dire sur le fait qu'on est, nous, humains, de plus en plus nombreux, on avait passé les 8 milliards, et là, on occupe de plus en plus de place sur la planète, et les animaux, ils font avec ce qui reste. La population totale d'animaux sauvages, ça représente 4% de la population totale des animaux. Tout le reste, ce sont des animaux domestiques. Juste pour mettre en perspective. Voilà. Donc on a fait beaucoup de vaches et de cochons quelque part. Voilà. Donc, pour refaire le lien avec la partie précédente, la démocratisation de nos boîtiers, de nos appareils photo, c'est aussi plus de gens qui vont pratiquer. Ça veut dire également une évolution dans la pression qu'on va mettre sur la faune sauvage. C'est-à-dire que
D'un côté, en France, pour prendre l'exemple, on va dire, de la France, vous avez les chasseurs. Bon, eux, ils chassent, c'est une pratique synégétique. Et nous allons chasser l'image. Mais nous avons également la responsabilité d'un comportement. Par exemple, ici, sur les 2 images que vous avez à l'écran, à gauche, vous avez une mouette de rose qui s'est égarée sur les côtes du nord, de la côte de la Manche. Donc je ne sais plus où elle était exactement, entre le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez. Et d'un seul coup, on a vu débarquer sur ce territoire plusieurs dizaines, pour ne pas dire une bonne centaine de photographes essayant de photographier cette espèce. Parce qu'elle est rare, effectivement, elle vit normalement qu'en Arctique et, comme on dit, à se payer quelques vacances au sud. Donc ça a attiré beaucoup de monde. Donc pour être un peu de la région, il y a eu quelques petits conflits, parce que de temps en temps, on avait la mauvaise idée, si je puis dire, la pauvre, d'aller sur des terrains privés. Et donc ça fait pas plaisir aux propriétaires de se retrouver avec 100 photographes essayant de photographier cette pauvre bête, en essayant de respecter plus ou moins, mais parfois moins que plus, naturellement, les barrières mises en place. Voilà. Autre chose également, il y a la démocratisation des voyages photographiques, c'est-à-dire le safari qu'on voit ici. Ici, c'est une photo qui est prise en Inde, et vous voyez que vous avez un certain nombre de véhicules, avec pas toujours des photographes, aussi des gens qui regardent des animaux qui sont là, qui essayent de faire leur vie, si je puis dire. Et de temps en temps, le tigre doit se sentir un petit peu stressé d'avoir autant de véhicules autour de lui. Et il aimerait bien aller chercher son sambar quotidien, si je puis dire. Sambar, c'est un cerf local. Voilà. Donc, on a cette évolution-là qu'il faut prendre en compte dans notre pratique. On a également, parce qu'on le voit et on le sait sur certains sites, des safaris non éthiques, c'est-à-dire des gens qui vont attirer les animaux, soit avec des cadavres. Et là, la discussion peut durer longtemps, donc je ne rentrerai pas trop dans le débat. Il y en a qui nourrissent avec des appâts vivants, il y en a qui font des choses plus ou moins avouables, de telle manière à ce que le spectacle soit assuré. Après, est-ce que c'est répréhensible, pas répréhensible? Ce n'est pas répréhensible par la loi, mais est-ce que c'est éthique? Le débat est ouvert. Voilà, c'est déjà un petit peu anticipé sur ce slide, mais bon, ça fait la continuité. Je ne parlerai pas en détail de toutes ces pratiques parce qu'elles ont évolué. C'est-à-dire que c'est à chacun de se regarder, de savoir s'il accepte celle-ci ou celle-là. Je veux dire, quand je lis les insectes pour pouvoir mieux les photographier, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Je crois que sincèrement la publicité a été faite suffisamment, et ce de manière négative, pour que cette pratique ne soit plus utilisée. Voilà. Par contre, les autres existent toujours, c'est-à-dire des animaux morts pour attirer des prédateurs, c'est quelque chose qui continue à se pratiquer à droite ou à gauche. Voilà. La dernière des choses à faire, c'est quand même la traque des animaux. Il n'y a plus beaucoup de gens qui le font, mais ça peut encore exister dans certains territoires. Aussi, c'est le dernier volet, mais c'est aujourd'hui le volet le plus, je dirais, dramatique. C'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, quand on faisait des photos, parfois un peu exceptionnelles dans un certain milieu, on donnait vaguement la région. C'est-à-dire, oui, ça a été pris dans les Hauts-de-France. Good luck pour trouver l'endroit, on était tranquille. Là, ici, maintenant, comme il y a une volonté de publication, parfois quasiment instantanée, on utilise les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est comme d'habitude, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être éducatif, instructif, mais ça peut être aussi le moyen de faire la révélation de lieux qui, d'un seul coup, vont se retrouver envahis. Alors, en dehors de la chasse photographique, c'est des lieux, notamment en Asie, où ils font beaucoup ça, mais pas seulement. Et d'un seul coup, là, dans un village bien tranquille, au fin fond de la Chine, où c'était bien sympa d'aller manger ses nouilles, on se retrouve avec des cars complets qui déboulent. Et d'un seul coup, c'est plus sympa. Et puis, il n'y a plus qu'un seul marchand de nouilles, il y en a 100. Et c'est plus du tout la même vie. Ils sont obligés de réguler et de mettre des barrières, de mettre des péages, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment l'effet négatif. Et je vous laisse imaginer l'impact sur la faune. Si d'un seul coup, vous découvrez un coin bien sympa pour, je ne sais pas, observer le castor ou la loutre,
D'un seul coup, vous arrivez sur votre site préféré et puis au lieu d'être tout seul, il y a déjà 3 tentes à fût qui sont là posées. Et vous vous dites, il ne doit y avoir qu'un petit problème quand même. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Donc, au sein de la SCPF, la réflexion, elle est là aussi, c'est-à-dire que dans la communication interne, dans les échanges que nous pouvons avoir sur le forum, l'idée, c'est la recherche d'une qualité et non pas la quantité. Et puis non plus, également, on fait très attention à ne pas diffuser les lieux importants. Entre nous, oui, à l'extérieur, non. Voilà. Donc, maintenant, après avoir été négatif, un petit peu, je vais être un petit peu positif. Le fait d'avoir, parfois des zones photographiques très fréquentées. Je vais prendre un exemple, c'est les gorilles au Rwanda et en Ouganda. Vous savez que pour aller voir ces animaux-là, c'est devenu excessivement facile puisqu'il y a toute une organisation qui a été faite, mais avec des permis excessivement chers. 1 500 $ en Rwanda, 800 $ en Ouganda, c'est un peu moins cher, pays un peu moins riche. Ça seulement pour 1 heure. Mais c'est très bien organisé et nous sommes remontés parce que cet argent a servi à payer l'environnement, c'est-à-dire les rangers qui protègent les gorilles, payer les gens autour, faire venir des gens autour dans des lodges, donc qui créent des emplois. Donc ça crée tout un tissu économique et ça a permis de repasser la population d'environ 600 à environ 1200 gorilles des montagnes aujourd'hui. Et donc, il a quitté son statut de critiquement en danger à juste en danger, voire vulnérable, je crois, dans les dernières statistiques. Je crois que c'est 2019 ou 2020. Voilà. Donc, c'est un véritable succès. De la même manière, pour la grue du Japon, où il y a tout un réseau économique qui s'est mis en route, et ça permet de protéger cette grue de manière drastique et d'avoir des gens qui surveillent et qui font tout ce qu'il faut. Donc il n'y a pas que des aspects négatifs, il y a également des aspects positifs, à condition qu'ils soient contrôlés, naturellement. Donc, tout ça pour faire la liaison avec mon ami Loïc qui va enchaîner, qui va reprendre la main, c'est que notre pratique a été largement modifiée par tout le progrès technologique que nous venons de connaître sur ces 20 dernières années, principalement, y compris les réseaux sociaux. D'où notre questionnement, et ce qui fait le titre de notre conférence, c'est l'éthique en photo animalière, une option ou une nécessité. Loïc. La réponse bientôt. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci Philippe, de toute façon. Alors, il y a une question là, je vais passer le micro. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Donc, justement, vous parliez au tout début de votre présentation, vous avez dit qu'en fait, la photo, elle est animalière, elle cherchait à capter le mouvement, en fait. Oui. Et donc, j'ai pensé quand même à une autre technique, justement, qui est la vidéo. Et quand on sait, par exemple, en histoire de l'art, par exemple, il y a 2 artistes très connus, Nam June Paik aux États-Unis, qui en 1965 utilisent ce qu'on appelle le porte-à-pack, c'est-à-dire l'ancêtre du caméscope. En Europe, Fred Forrest est un artiste qui, 2 ans après, en 1967, pareil, utilise... Alors, c'était un prototype de Sony auquel il avait eu accès. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des artistes qui, à ma connaissance, en tout cas pour Fred Forrest, en tout cas, n'ont pas fait de photos... de captation d'images animalières. Ce n'était pas forcément leur domaine. Mais donc, je voulais savoir, par rapport, vous, à votre passion, en tout cas, en votre métier, je ne sais pas, qu'est-ce que justement, quand même, l'avènement de cette technique, la vidéo et le caméscope, d'abord, est-ce que vous en avez la connaissance qu'elle a été utilisée dans ce domaine-là, de photographier les animaux et la nature, et qu'est-ce que ça a pu changer justement par rapport à votre travail de photo? Alors,
Il y a plein de questions dans votre question, en fait. Alors, je vais d'abord préciser, en fait, quand je dis capter le mouvement, vous raisonnez capter la continuité du mouvement. La photographie, c'est figer un mouvement. C'est-à-dire la démarche n'est pas du tout la même. En fait, le progrès technique nous permet aujourd'hui de décomposer un mouvement et de le capter. À un moment donné, j'ai fait la référence à des gens qui faisaient ça dans les années 20 déjà. Alors, c'est les travaux de Méliès qui a commencé à faire ça, où vous avez il a capturé notamment les positions des pattes d'un cheval, etc. Et donc, c'était une décomposition. C'était pas encore du film, c'était un mix entre de la photo et du film. Donc, quand je parle de capter le mouvement, quand je pense photographie, c'est figer le mouvement, c'est-à-dire figer un instant. Ce qui m'intéresse, c'est la position soit de la tête, soit un mouvement complexe associé. Par exemple, quand vous avez une chasse, par exemple d'un guépard sur une proie, c'est l'instant clé. Mais je ne raisonne pas vidéo. La vidéo, effectivement, c'est une bonne question. C'est également une pratique qui se démocratise. Elle se démocratise d'autant plus en animalier qu'aujourd'hui, tous nos boîtiers numériques font de la vidéo. Le premier boîtier à faire de la vidéo, c'est le D90 de Nikon. Bon, à l'époque, c'est pas aussi sophistiqué, mais maintenant, je ne l'ai pas développé spécifiquement, mais vous avez des boîtiers dits hybrides. Ça veut dire que vous ne regardez plus à travers un prisme la photo, et quand vous déclenchez, vous avez un blackout, un noir, parce que le miroir remonte le long du prisme, et vous exposez soit un film, soit un capteur. En vidéo, vous avez un mécanisme de renvoi assez complexe, et qui vous renvoie une image et vous ne captez pas exactement ce que vous voyez en fait. Avec le système hybride, tel que l'on l'a aujourd'hui dans nos boîtiers, vous regardez sur un écran, mini-écran, mais vous regardez exactement ce que regarde votre capteur. Donc vous voyez exactement ce que voit l'optique. Et donc si vous avez un mode vidéo, et maintenant ils ont tous un mode vidéo, il vous suffit de déclencher et vous capturez du film. Donc vous êtes en vidéo. Donc effectivement, oui, ça change naturellement la pratique. Sachant que quand vous avez capturé une vidéo, votre travail n'est pas fini. Quand vous avez capturé une photo, à part le fait de développer l'image, que ce soit numériquement parlant ou développement en faisant un tirage, votre travail est terminé. Quand vous capturez de la vidéo, à moins que ce soit juste un témoignage, vous avez un film à monter parce que vous voulez raconter une histoire. Et c'est un autre processus créatif et c'est un autre métier directement. Est-ce que ça répond à votre question ? Est-ce que vous avez des noms de gens qui ont utilisé la vidéo dans ce genre de chasse à l'image, on va dire, de la nature ? Oui, Ils sont spécialisés. Oui, tout à fait. On a des membres, mais même, si vous voulez, même au début de la SCPF, nous avons des gens, c'est quoi son prénom ? Vienne ? Gérard Vienne, hein, qui a fait du film, hein, c'est-à-dire qui a fait du film animalier, La Griffe et la Dent. Même en étant photographe, il a eu une démarche pour réaliser un film complet. Mais c'est un autre métier, fondamentalement. Munier également fait cela. Oui, c'est le plus connu aujourd'hui, actuellement, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens. Je veux dire, je vais me citer moi-même. Voilà, je réalise également quelques films en parallèle avec les photographies que je peux prendre. Et c'est de plus en plus courant et c'est complètement naturel parce que c'est devenu aujourd'hui extrêmement facile de passer de la prise de vue photographique à la prise de vue vidéo. Je parle pour moi, hein, c'est juste un switch, quoi. Je passe de l'un à l'autre, ça me prend une demi-seconde. Voilà. Après, la difficulté, c'est de gérer le temps de prise de vue. C'est-à-dire, quand on fait du film, on ne fait pas de photo, et quand on fait de la photo, on ne fait pas de film. Et ça, sur le terrain, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, on a une autre question ici. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention, très claire, très ludique. J'avais une question. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'instantané, oui. Est-ce que vous pensez qu'à terme, il y a de quoi être optimiste dans un usage éthique
de la photographie animalière. Et j'imagine que c'est en transition avec l'intervention qui suit. Merci beaucoup. Merci pour la transition. Effectivement, Loïc, je te souhaite bien du plaisir. Non, c'est un vaste débat. Il n'y a pas de réponse absolue, en fait, sur cette question-là. Les réseaux sociaux peuvent être un merveilleux outil d'éducation, comme ils peuvent être un merveilleux outil, merveilleux cette fois-ci entre guillemets, outil de désinformation ou de manipulation. Donc, pour la photographie animalière, aujourd'hui, le danger qui fait jour, au-delà des réseaux sociaux, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas développé le sujet parce qu'à lui tout seul, je peux faire une conférence de 2 heures, ce n'est pas un problème. J'utilise de l'intelligence artificielle pour la tester aujourd'hui. Mais je dois dire que je teste à intervalles réguliers pour mesurer le progrès, la progression, entre guillemets, de l'intelligence de ces systèmes. Et donc j'utilise toujours à peu près le même prompt. Et je regarde les images générées il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, il y a 6 mois. Les progrès sont absolument hallucinants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais bientôt refaire un test d'ici Noël, si je puis dire. J'essaie de tenir un calendrier pour que ça soit intéressant. Aujourd'hui, si je nourris l'intelligence artificielle avec une de mes photos, je lui demande de refaire une mise en scène. Ensuite, après, je suis incapable de distinguer sur un petit écran si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Et donc, d'ici peu de temps, j'aurai plus besoin de le nourrir avec une image. Alors, je ne mets pas mes images les meilleures et celles que je veux garder pour moi, naturellement. Je prends des choses un petit peu bateau, mais ça fonctionne excessivement bien. Voilà. Donc, le prochain danger, il est là, en fait, à mon sens. Le réseau social, c'est qu'un diffuseur, c'est qu'un média, en fait. Voilà. Mais on pourra en discuter après, si vous voulez. C'est un sujet passionnant. Loïc ? D'autres questions, non ? Autre question? Non, mais on passe à la suite alors. Tu reprends ton papier. C'est pas moi. Ah. Alors, comme je vous le disais, excusez-moi pour ma voix. Comme je vous le disais en avant-propos au début de cette conférence, l'éthique est une partie essentielle de l'association. On considère qu'on ne peut pas faire de photos animalières correctement si on ne participe pas à l'éthique. Dans l'association, tout membre est d'abord parrainé par quelqu'un qui le connaît et qui est capable de valider son entrée dans l'association en tant qu'éthique. On peut accepter qu'un photographe ne soit pas excellent, on n'accepte pas qu'un photographe ne soit pas éthique, ne fasse pas l'éthique correctement. En entrant dans l'association, la première chose que fait le demandeur, c'est de signer la charte éthique de l'association. C'est vrai que le monde de la photo, il est actuellement saturé. La question qu'on peut se poser, c'est lorsque je vois quelque chose à prendre en photo, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que je ne l'ai pas déjà ? Parce que y a une espèce un tic qui est d'aimer prendre des photos et de prendre en permanence des photos et d'en conserver des milliers et des milliers. Il y a un petit tri à faire, c'est la partie importante. La billboard, on en a un peu parlé aussi, c'est la façon de se promener, c'est la méthode qui consiste à se promener, par exemple, en forêt pour essayer de rencontrer des animaux, sachant qu'on a plus de chance à certains endroits et à d'autres. Ça, c'est la partie billboard. Et c'est en opposition à l'affût, qui est, je mets quelque part, à un endroit bien choisi, je mets quelque chose qui me cache et qui est fixe. Alors, les engagements éthiques de la SCPF. On va voir qu'il y a 3 parties dans ces engagements éthiques. La première, c'est l'éthique lors de la prise de vue. Et là, je vais vous poser une question. Parmi les personnes qui sont ici, d'abord, combien y a-t-il de photographes ? Voilà, c'est quand même une grande majorité. De photographes animaliers, les mêmes ou à peu près les mêmes, un petit peu moins, je crois. Et parmi ces photographes, qu'est-ce que vous pensez de l'éthique lors de la prise de vue ? Est-ce que vous avez des choses à indiquer ? C'est pendant une action de chasse, non ? Pardon ? C'est pris pendant une action de chasse, non ? Pris pendant une action de chasse ? Pas vraiment, enfin pas forcément. Il est proche, celui qui a pris la photo est proche. Il est proche, il peut faire peur, tout à fait.
Alors, il y a une partie qui est la protection de l'animal que l'on veut photographier, le milieu, tout à fait. Alors, en fait, il y a quelque chose en plus que nous avons rajouté, c'est en premier, favoriser le vivre ensemble. C'est-à-dire que nous sommes photographes et nous prenons des photos au milieu de la nature, c'est-à-dire avec des agriculteurs. Et il faut quand même faire attention à eux, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un endroit privé sans poser la question de savoir si on peut le faire. Il y a des chasseurs. On est quand même obligé de vivre ensemble, hein, on ne peut pas les enlever, et voilà. Donc il faut vivre ensemble et il faut le faire. Il y a des ornithologues. C'est souvent, on rencontre des ornithologues. Ils ne nous aiment pas forcément d'ailleurs. Mais bon, non, on est obligé de vivre avec eux. Et il y a aussi des randonneurs. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un affût, que vous avez planté, que vous avez choisi l'endroit, c'est un endroit où le cerf va passer, vous en êtes sûr, et que vous avez 25 randonneurs qui passent devant vous, ça dégoûte un peu. Alors une deuxième chose, c'est de minimiser l'impact environnemental. Donc mesurer et limiter l'empreinte écologique de chaque sortie. Hein, ça veut dire lorsqu'on sort quelque part, d'abord on ne doit pas laisser de traces, hein, c'est une chose évidente. Mais c'est aussi éviter de déranger l'environnement des animaux. Il y a aussi le fait de choisir des opérateurs de voyage respectueux de la nature. On a vu tout à l'heure en Inde qu'un pauvre tigre se trouvait au milieu d'une horde d'humains, et que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Mais on peut parler aussi du brame du cerf actuellement. Le moment du brame du cerf, c'est le moment de la reproduction des cerfs. Si il y a énormément de photographes qui sont autour et qui les empêchent de se reproduire, forcément, il y aura une diminution du nombre de cerfs. C'est aussi le cas aussi pour les guêpiers. Le guêpier en France, c'est un des oiseaux qui sont souvent le plus recherché en photographie. Le guêpier, c'est le moment où les guêpiers nourrissent les petits. Et donc, si vous empêchez le nourrissage, forcément, il y aura des problèmes dans la suite, dans la population. Et enfin, prendre en considération les espèces fragiles et parfois s'interdire de les approcher. C'est-à-dire que lorsqu'on on va pas faire une photo à tout prix. Il faut savoir de temps en temps reculer pour ne pas déranger la faune. Le fait de mettre des photos sur Internet incite beaucoup de personnes à faire la plus belle photo ou à refaire la photo qu'il a vue à un endroit donné. Ça peut pousser à prendre des risques vis-à-vis de la nature. Une chose aussi importante, c'est s'imposer de connaître la biologie des espèces afin de minimiser le dérangement. Si vous connaissez la vie des espèces, vous pouvez vous placer mieux, par exemple, sur leur passage, ou vous pouvez mieux gérer la photo que vous allez prendre. Parce que vous savez qu'il arrivera à un endroit particulier à un moment donné. C'est le cas des cerfs, hein, quand ils font le brame. Ils font toujours le brame, en général, dans les mêmes endroits. Donc on est capable de se positionner avant et d'essayer de ne pas les déranger. Alors, on a parlé là de l'éthique lors de la prise des photographies. Il y a aussi une éthique lors de la présentation des photos. Alors, on va vous parler d'un terme un peu bizarre qui s'appelle le QQOC. Qu'est-ce que c'est que le QQOC ? C'est une façon, lorsqu'on présente une photo, cela permet d'intéresser les personnes qui regardent la photo et qui peuvent, à ce moment-là, imaginer, se mettre un peu à la place du photographe. Alors, qu'est-ce que c'est que le QQOC ? On commence par le quoi ? Quel animal on photographie ? Alors, c'est pas forcément structuré comme QQOC. Hein. Ce sont des phrases qui permettent d'avoir toutes ces informations-là. Donc, le quoi ? Le nom de l'animal ou du végétal photographié. Ça, c'est le minimum. Le quand, indiquer la date de prise de vue et l'environnement, je dirais, par exemple, il faisait beau, les heures, etc. Des informations supplémentaires qui expliqueront la prise de vue. Le où donne le pays, la région, le massif forestier, etc. Ce n'est pas exact, c'est pas le point GPS qu'on va vouloir indiquer, c'est juste un endroit. On ne va pas donner le nom du champ dans lequel vous avez pris la photo, mais ce sera la région, les Vosges par exemple, si vous... Pardon ? Oui, absolument. Alors, ça c'est le comment, ça c'est plutôt le comment, c'est-à-dire dans le comment on va expliquer les conditions de prise de vue, c'est-à-dire effectivement ça peut être en parc, en zoo, dans la nature,
en billboard, en affût fixe, mobile. Affût mobile, en général, c'est les voitures. Ou affût flottant, c'est des bateaux sur l'eau qui permettent de prendre les photos au plus près de l'animal. Donc, toutes ces informations-là, ça permet d'intéresser le visiteur. Vous le verrez dans notre exposition. C'est ce qu'on a fait. Ça permet d'intéresser le visiteur à la vie animale. Alors, très important, le QQOC, c'est une information. C'est pas pour nous de juger. C'est pas un jugement pour nous quand on met le QQOC. C'est une information, c'est-à-dire que c'est une information au public, destinée au public. Donc, à la SCPF, on a décidé de mettre le QQOC pour toutes nos images, qu'elles soient pour les concours, vous verrez, pour les expositions. On a unifié cette façon de faire. Alors, on va parler un peu aussi, et ça répond peut-être au sujet, une question posée tout à l'heure, une éthique militante. On va essayer d'expliquer notre éthique et de la faire passer au maximum à chaque fois qu'on peut le faire. C'est-à-dire que notre objectif serait de faire passer ça dans les habitudes des photographes animaliers. La nature est belle, on est content de se promener dedans, de la partager. Notre objectif, c'est effectivement de la partager avec les visiteurs et avec les personnes que l'on voit en général, qu'on rencontre. Nos valeurs, montrer le bon exemple plutôt que de pointer du doigt. Accompagner l'évolution des pratiques avec bienveillance et faire progresser l'éthique par écoute et le dialogue. Alors, la SCPF, où est-ce qu'on en est ? Je l'ai un peu présenté au début. Donc la SCPF, je pense que vous l'avez compris, c'est une association principalement de photographes animaliers, un petit peu de nature, mais en fait pour le moment relativement peu. Il y a aussi des gens qui font des films et des vidéos. On a quelques vidéastes dans nos membres. 75% de nos adhérents participent à des actions au sein d'organisations de la protection de la nature. On est donc très dirigé vers la nature. Et 35% de militants sont actifs au sein des associations. La charte éthique est signée par tous nos membres. Cela exige donc un parrainage pour rentrer dans l'association. Nous avons des communications régulières, donc 2 séances techniques par mois, une à Paris, la deuxième en vidéoconférence. Une des particularités de l'association, c'est qu'effectivement nous sommes un peu partout en France. On a actuellement 110 membres qui sont éparpillés dans toute la France. Il y a 3 livres qui ont été publiés en 10 ans et on est tous les ans sur une exposition au port de Giffaumont, au festival de Montier-en-Der, dont on y était la semaine dernière. Nos publications, vous avez donc les 3 livres. Le premier, qui est celui en bas à votre droite, n'existe plus. Il a été épuisé, merci. Moi aussi d'ailleurs. Il a été épuisé. Le en couleur, nous en avons encore quelques-uns que vous pourrez vous acheter sur l'exposition. Il est à 15 €, d'accord, merci. Et le troisième en voyage est à 25 €. Voilà. Vous pourrez les feuilleter tout à l'heure sur l'exposition. Les séances techniques, nous avons, donc ça c'est la séance qu'on appelle en ligne par Internet. Nous invitons régulièrement des photographes qui sont hors association, hors de la SCPF. Ce sont des noms qui sont quand même assez connus dans le monde, dans le petit monde de la photo animalière. Alors, en conclusion, sachons conserver notre émerveillement pour la nature. Si on est émerveillé, on fait des belles photos en général. Et on en arrivera peut-être à faire passer nos sentiments par les photos. Notre émotion est proportionnelle à la quantité de savoir mis en œuvre et l'habileté qu'il nous a fallu déployer et notre capacité à surmonter les difficultés pour y parvenir. On attache souvent énormément de sentiments à une photo. C'est d'ailleurs le principal problème pour les trier en général. Alors, d'abord, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je passe. Oui, merci pour votre intervention qui était très riche. Deux questions sur les questions éthiques. La première, c'est animaux emblématiques, animaux qui ne le sont pas. Et est-ce que vous essayez de faire la promotion de photos d'autres choses que les animaux très emblématiques ?
Parce que si on s'intéresse à la nature, c'est bien un biosystème dans lequel il y a des animaux qui sont relativement banaux, ou des fleurs ou des plantes. Et ça fait aussi l'environnement d'une photo. Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans la charte éthique là-dessus ? Et le deuxième sujet, si on veut préserver cette belle nature, la première chose, c'est de soigner notre bilan carbone. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus ? Alors, des questions sur... Alors, je vais commencer par le carbone. Effectivement, des questions là-dessus, on s'en pose énormément. D'autant plus qu'on a quand même pas mal de membres voyageurs. Donc, c'est un sujet que l'on traite que l'on traite de temps en temps. C'est un sujet important. Je sais qu'il y a des personnes qui ont trouvé des solutions de compensation parmi l'association. Et la deuxième question, la première, qui était... Oui. Bon, on va aller photographier le cerf, mais le cerf, il vit dans un milieu où il y a d'autres éléments, de l'insecte. Est-ce que ça... parce que si on veut avoir une vision de cette nature, il faut bien avoir pas seulement la vision des animaux qui sont peut-être les plus photogéniques, mais aussi de tout ce qui... Alors, on a parmi nos membres des photographes qui sont extrêmement différents, c'est-à-dire... effectivement, nous photographions les éléphants, mais on a d'autres photographes qui font de la macro et vraiment de la très grosse macro, comme des colamboles, pardon. On s'intéresse à toute forme d'animaux et on fait pas de sélection. La sélection se fait par les expositions. Lorsqu'on prépare une exposition comme celle de l'année prochaine, en 2026, qu'on devra mettre à Montier-en-Der, on demande à tous nos membres une photo. Cette photo est mise par Internet, puisque évidemment on est éparpillés. Et chaque membre va voter pour ses photos, ses 30 photos préférées. Et c'est comme ça qu'on fait notre sélection de notre prochaine exposition. On est un peu orienté sur le côté artistique, pas toujours, mais un peu orienté sur le côté artistique. On prend que des animaux, on ne photographie que des animaux libres et sauvages. On ne fait pas les chiens, les chats, etc. Une autre question ? Oui, je veux simplement ajouter bonsoir au monsieur qui a posé la question, c'est que de mon côté, je prends des micro-bestioles et le bilan carbone est quasi nul parce que c'est à 10 mètres de ma maison. Et puis pour... Moi, il me semble que c'est des choses qu'il faut promouvoir. Bien évidemment. Mais il y a d'autres bestioles qui sont impossibles à photographier sans se déplacer loin. Et puis l'impact environnemental des avions notamment, les consommations, un gros A380, c'est 5 litres, c'est l'équivalent d'une Renault 5 par passager. Après, comment dirais-je, nous sommes tous complémentaires dans l'association. Et vous le verrez à travers les différentes photos que vous pourrez voir sur l'exposition. Merci à vous. Merci Serge, c'est pas la peine de te cacher. D'autres questions ? Alors je voudrais préciser, parce que je fais aussi partie de l'association, que un de nos volets, c'est aussi de transmettre et de montrer cette nature qu'on photographie, et que l'idée, c'est de la montrer telle qu'elle est. Donc, on essaye, la majorité s'interdit de modifier l'environnement. Et quand on est en macro-photographie, ce que je fais moi aussi, c'est que personnellement, alors mon éthique veut que moi, je m'interdis de toucher l'insecte, ce que je photographie. C'est-à-dire que l'insecte très souvent, je vais prendre l'exemple de la menthe religieuse. C'est un insecte qui vit dans l'herbe, qui est dans un environnement qui n'est pas forcément joli, a priori, donc qui ne va pas donner forcément une jolie photo. Après, quand on connaît l'insecte, et ça a été abordé aussi, le côté naturaliste, c'est-à-dire je me renseigne sur l'espèce que je suis en train de photographier, on apprend que, par exemple, la menthe religieuse, en fin d'après-midi, elle a tendance à monter, parce qu'elle va aller chercher les derniers rayons du soleil. Et finalement, c'est ce moment-là qu'il faut privilégier pour aller faire la photo des menthes religieuses. Là, on aura une jolie photo si on en tire bien parti. Et puis, il faut savoir aussi que la menthe religieuse, je dirais à 80% des cas, on la voit la tête en bas.
Et moi, personnellement, chaque fois que je vois une photo de montre religieuse avec la tête en haut, je me pose la question de savoir si le photographe l'a manipulée pour la mettre dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, notre œil d'humain veut qu'on mette toujours la tête en haut. Mais les vraies photos, la majorité des photos de montres religieuses, si elles sont faites dans les conditions naturelles, doivent l'être avec la tête en bas. C'est comme ça qu'on la voit dans la nature. Voilà. Alors, oui, vous avez raison, parce que la semaine dernière, à Montier-en-Der, il y avait justement un photographe qui avait des... Alors, lui, c'était pas des montres religieuses, c'était des ampuses, des diablotins, qui se comportent à peu près comme la montre religieuse, et il en avait qui avaient la tête en haut. Et j'ai eu cette discussion avec lui, et il m'a dit, mais moi, je retourne ma photo. Alors, pourquoi pas ? On n'a pas touché l'insecte, donc dans ces conditions, voilà, au niveau de la préservation de l'espèce, il n'y a aucun problème pour ça. Par contre, il y a quand même un autre aspect, c'est celui de, justement, l'information qu'on donne au public. Donc voilà, le pédagogique, parce que donc cette conférence a déjà été proposée la semaine dernière, et il y avait une dame dans la salle, et je suppose que là, il y en a davantage d'ailleurs, une personne qui allait dans la nature et qui nous disait, moi je vais dans la nature, je ne fais aucune photo, je garde tout en mémoire, voilà, elle se nourrit de ce qu'elle voit, elle ne fait pas de photos. Et donc cette dame a cherché à se nourrir, elle va aller, si elle voit des photos de montres religieuses ou de diablotins avec la tête en l'air, et en plus quelquefois il y a des photographes qui la mettent sur des petites branches bien tortueuses qui ne sont absolument pas les branches sur lesquelles on peut les trouver, cette dame, quand elle va retourner dans la nature et qu'elle aura envie, elle aussi, de voir en réalité des montres religieuses, si elle la cherche, la tête en l'air, et sur une branche tortueuse, elle ne la trouvera jamais. Et ça, c'est une idée fausse qu'on donne. Alors, quand on fait de la macrophotographie, on fausse déjà le regard parce qu'on grossit énormément le sujet. Comme Serge, qui vient de nous dire qu'il fait des colamboles, les photographies, sur sa photo, ils sont, mettons, je sais pas, ça fait quoi, 5 cm peut-être sur la photo, sauf qu'en réalité, ça fait que quelques millimètres. Donc déjà, on fausse un peu le regard. Une photographie, c'est quelque chose qui est forcément vous donne quelque chose à voir qui n'est pas la réalité. Mais plus on peut respecter cette réalité, et mieux c'est. Et au niveau de l'éthique, c'est certainement, pour ce qui me concerne, moi je trouve que c'est beaucoup plus honnête et préférable pour ce que l'on donne à voir. Voilà. Pas d'autres questions ? Alors je vais vous proposer d'aller prendre un verre un peu plus loin. Je ne sais pas exactement où c'est, mais on va le trouver. Par contre, vous allez passer devant notre exposition. Alors il faut que je vous explique que notre exposition, elle est coupée en fait en 2 parties. La première partie, c'est on met en parallèle les photos des sommaires avec des photos actuelles, donc des photos des années 50 avec des photos des années 2025. Et l'objectif de cette partie-là, c'est de montrer la différence dans l'environnement, dans la technique et dans le matériel. Et la deuxième partie, ce sont les 30 meilleures photos de l'association qui ont été votées par l'ensemble des membres en décembre de l'année dernière. Voilà, je vous propose de se retrouver devant le verre, devant un verre.